Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. Midrashet Yehuda vous invite une fois de plus à une conférence exceptionnelle avec Ariel Assaf, le guide. Et ce soir, tu vas nous parler un petit peu de Rothschild, d'un endroit magnifique surtout, il faut dire la vérité, Mascaret Batia, c'est magnifique. Et une histoire toute particulière, comme tu l'as dit, la Shemitah, tu ouvres en fait toutes les conférences de la Shemitah, on les ouvre grâce à toi, Ariel Bechavod. Ok, alors bonsoir tout le monde et merci Johan. On veut bien sûr parler de la Shemitah, donc la première Shemitah qui a été observée déjà en 1889, donc on revient bien en arrière à Mascaret Batia. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour cela, il faut se plonger un peu dans l'histoire d'abord du sionisme. C'est l'histoire du sionisme, j'aime bien ça parce que en fait c'est une histoire qui commence bien avant le sionisme. En 1887, Herzl n'a pas encore convoqué le premier congrès de Bâle. Et il y a déjà des Juifs qui font de l'agriculture en Israël. Voilà, on est branché. On voit la diaporama. Pardon, un petit instant. Et on peut y aller. Bien. Donc, on va parler de la première Shemitah de 1889, Tarmat, qui a été à Mascaret Batia. Si je vous dis que 1889, c'est une année de Shemitah, alors, comme vous êtes bon en maths, vous comprenez que 7 ans avant, 1882, c'est aussi une année de Shemitah. Et 1882, on se rappelle que c'est l'Aliyah des Yéménites dont on avait parlé, et les Betamar, c'est Zichron Yaakov, c'est Rishon LeZion. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas encore, ils sont juste en train d'acheter les terrains, de s'installer. Ils n'ont pas vraiment commencé encore à travailler. Donc, la première fois que le problème de la Shemitah va se poser, ça va être en 1889. Alors, nous allons vers Mascaret Batia. Mais avant de commencer avec Mascaret Batia, voyons un peu ce qui se passe sur la carte de l'Aliyah. Alors, dans l'histoire du sionisme, on nous parle de vagues de Aliyot. On a la première, la seconde, la cinquième, je ne sais plus laquelle on est aujourd'hui. Et ce qu'on appelle la première Aliyah sioniste, c'était 1882 avec Zichron Yaakov, Rishon LeZion, jusqu'en 1904. Après, on aura la deuxième Aliyah de 1904 à la Première Guerre mondiale, à 1914. Alors, vous voyez la carte des villages qui ont été créés pendant ces deux aliyot sionistes, la première et la seconde. Mais ce qui est intéressant, c'est les noms que dans le langage sioniste, on appelle la première aliyah, la deuxième aliyah, sans aller jusqu'à Abraham Avinu, qui est la première aliyah en Eretz Israël. Si je reste plus près de nous, et je pars du bas, je remonte le tableau qui est à gauche, la deuxième aliyah en 1904, la première en 1882. Mais déjà en 1860, il y avait eu l'aliyah de Rabbi David Ben Shimon, qui était venu du Maghreb avec les Juifs du Maroc. En 1808, l'Aliyah des élèves du Gaon de Vilna. En 1777, les élèves du Baal Shem Tov, une erreur dans Baal Shem Tov. En 1740, on avait Rabbi Chaim Aboulafia qui est venu de Izmir sur l'invitation du gouverneur de la Galilée Dar El Omar et qui reconstruit Tibériade. Et en 1700, la grande caravane de Rabbi Yehuda et Chassid qui construit la Chourva, la grande synagogue de Jérusalem dans la vieille ville. Donc, première et seconde aliyah, il faut un peu remettre les pendules à l'heure. On n'est pas la première, on n'est pas la seconde, on est une des aliyahs dans l'histoire du retour en Israël. Elles ont droit à leur honneur. J'ai juste un petit problème avec le premier aliyah. Et même quand je parle de la première aliyah sioniste qui commence en 1882 et qui va créer les colonies agricoles, comme je dis, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, là aussi, on nous raconte quelque chose qui n'est pas entièrement exact. Parce qu'en fait, les deux premières colonies agricoles datent de 1878. Elles sont 4 ans avant la première aliyah sioniste. Et elles ont été complètement oubliées. Parce que ces gens qui vont s'installer dans deux villages, un village va être Malabès, qui va évoluer en Petar Tikva, et l'autre va être Jaouni, qui évoluera en Géoni et plus tard en Rosh Pina. Ces deux villages de Petar Tikva et Rosh Pina, qui sont des colonies agricoles créées en 1878, ne sont pas créés par des immigrants, des vagues d'immigrants qui viennent d'Europe centrale, mais par des juifs qui habitent déjà en Eretz Israël, des juifs du Yishuv Bayashan, comme on appelle, les juifs qui habitent en Eretz Israël, avec leur grande barbe, leur grand chapeau, leur péote. Ceux qui sortent de Jérusalem avec Yoel Moshe Salomon, c'est tous la rue Yoel Moshe Salomon à Jérusalem, eux vont aller à Petar Tikva, et ceux qui sortent de Tzfat vont aller créer Géoni, plus tard Rosh Pina. Donc, 1878, eux vont déjà être confrontés à la Shemitah en 1882,
mais eux ne tiennent pas le coup. Et en fait, ces deux colonies se désagrègent et seront après reprises dans les aliotes suivantes. Elles vont être reconstruites. Mais en fait, ces colonies agricoles créées en 1978 n'ont pas tenu. Juste un petit extrait d'un film, là. Pardon. Je m'excuse. וגוטמן בא, וזרח באבנת, ויואל מוישה סלומון, עם חרב באבנת. Donc, dans la chanson très connue en Israël, Boker Lach Bishnat Tarlach, donc en 1878, sont partis 5 cavaliers qui quittent Yafo. Dans le petit film qui va avec la chanson, ils ont mis Jérusalem, parce qu'en fait, ce sont des gens de Jérusalem. Mais ce matin-là, ils partent de Yafo pour aller explorer les terrains de Malabes qui vont devenir Petar Tikva. Donc, il y avait déjà avant eux des Juifs qui ont fait de l'agriculture. Et vous voyez, on a parlé de la chanson de Yoel Moshe Salomon, on a parlé de Gutman Ba, de Stemper Ba, c'est des figures de Rivlin, de Zerach Baranet, Gutman qui est dans la photo, regardez les photos de ces gens qui ont créé les premières colonies agricoles. Pardon, à gauche, Moshe Salomon, à droite, Zerach Baranet. Et je crois qu'au fond, c'est Gutman, je ne suis plus sûr. Mais regardez, vous voyez, c'est des Juifs du Yishuv Yashan qui créent les premières colonies agricoles déjà en 1878. Mais eux, comme j'ai expliqué, ne vont pas tenir le coup. Alors, on voit une demande d'aide pressante déjà qui date de 1880. Yom Bet Kavav Tishreta Fresh Mem, donc c'est en 1880. Et ces pionniers agriculteurs demandent de l'aide parce qu'ils ne s'en sortent pas financièrement et ils n'arrivent pas à gérer, à pouvoir vivre du produit de leur terre. Ils ne savent pas travailler. Et alors, on se rappelle que en 1882, vont commencer la première alliance sioniste avec Zichron Yaakov et avec Rishon LeZion que vous voyez à droite sur la carte, et qu'eux aussi, arrivés d'Europe, très vite, ne vont pas réussir, ils vont venir avec un petit pécule, ils vont acheter des terrains, mais ils auront besoin d'aide, ils vont se tourner vers le baron de Rothschild, vous voyez à gauche l'emblème des Rothschild, et que le baron Edmond de Rothschild de Paris, le Nadiv Ayadoua, le généreux donateur très connu, va les prendre sous son aile et va être en fait le patron de ces aliotes sionistes qui viennent faire de l'agriculture en Israël. Mais ça aussi, ce n'est pas entièrement exact. Parce que Zichron Yaakov, qui s'est installé en 1882, en 1883, quand ils n'arrivent pas à joindre les bouts, ils envoient un délégué de Rishon LeZion, Yosef Feinberg, qui va aller frapper à la porte du baron de Rothschild pour lui dire « Monsieur le baron, on a besoin d'aide ». Mais en fait, quand il frappe à la porte, le baron dit « Tu n'as pas besoin de me convaincre, je suis déjà convaincu. Quelqu'un a déjà fait le travail pour toi. » Et qui a fait ce travail? Qui avait convaincu le baron encore avant que les colonies agricoles viennent demander de l'aide à Paris? C'est le personnage dont je veux parler maintenant. C'est un personnage formidable. C'est en fait le héros de cette conférence, et c'est le Rav Shmuel Mohaliver. Le Rav Shmuel Mohaliver, à l'époque, est rabbin de Radom. Après, il sera rabbin pendant les années de Bialystok, aujourd'hui en Pologne. Et lui, le Rav Shmuel Mohaliver, décide que le moment de rentrer en Eretz Israël est venu. Ce n'est pas le seul rabbin, il y a d'autres rabbins qui pensent ça à cette époque-là. Mais lui va commencer à prendre des mesures actives et va créer un mouvement qui s'appelle Chovevet Sion, les amants de Sion. Et son but, c'est d'encourager des Juifs à rentrer au pays, mais de ramasser aussi de l'argent pour pouvoir aider ces gens qui retournent au pays. Donc lui devient sioniste, et on est encore bien avant Herzl, on est même encore avant que la première aliyah sioniste ne débarque en Israël. Et lui a une idée. On va ramener des Juifs en Israël faire de l'agriculture. Mais il comprend que pour ça, il faut de l'argent. Et donc, il va se tourner vers le baron de Rothschild.
il est aidé, il prend avec comme aide de camp un journaliste, un éditeur de journal, il est journaliste, mais il édite aussi le journal Halevanon, qu'il édite avec Yoel Moshe Salomon, pardon, une bêtise, il édite avec Gad Frumkin, avec Frumkin, si je ne me trompe pas. Ils éditent ce journal Halevanon à Jérusalem. Après, les Turcs ont fermé le journal, ils se déplacent en France et après en Allemagne. Et dans ce journal, lui, c'est un éditorialiste qui sait bien écrire. Et le Rav Moaliver le prend avec pour que lui aille convaincre, écrive des articles dans le journal pour convaincre les Juifs d'appliquer son plan et de rentrer en Eretz Israël. Donc, ces deux personnages prennent la route. En 1882, Yechiel Bril, il s'appelle, lui, il se trouve à Mayence en Allemagne. Le Rav Shmuel Moaliver arrive de Radomsk et les deux arrivent à Paris et se rencontrent à Paris. Et à Paris, il demande une entrevue, il voudrait voir le baron de Rothschild pour demander un financement pour le plan du Rav Moaliver d'envoyer des Juifs en Eretz Israël. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rentrer chez le baron? Comment est-ce qu'on fixe rendez-vous? C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de monde qui veut de l'argent pour beaucoup de sujets différents. Chacun a besoin de l'aide du baron. Il est déjà connu comme un grand philanthrope et les gens font la queue chez lui. Et finalement, ce que décide le Rav Shmuel Moaliver, c'est de faire intervenir un de ses amis, le Rav Tzadok Kahn, le rabbin Tzadok Kahn, qu'on l'appelle, qui est le grand rabbin de France. Et donc, le Rav Shmuel Moaliver demande au Rav Tzadok Kahn de lui arranger un rendez-vous chez Rothschild, ce que fait le Rav Kahn, et les quatre personnages se retrouvent ensemble chez le baron de Rothschild. Quel jour? Le premier jour de Sukkot. Le Yom Tov de Sukkot, en 1882, ils se rencontrent là-bas et le baron de Rothschild, quand il voit arriver le Rav Moaliver, il dit, bon, un rabbin comme ça, avec sa grande barbe, sa kippa, j'en connais, j'en vois tous les jours, il veut de l'argent pour sa yeshiva, il veut de l'argent pour les pauvres de sa ville, et il va discuter avec lui pour comprendre de combien d'argent le Rav Moaliver a besoin. Et le Rav Moaliver dit, non, je ne suis pas venu demander de l'argent, je ne suis pas dans le groupe Schnerer, je ne suis pas venu ni pour moi, ni pour ma communauté. Moi, ce que je veux, j'ai un rêve de ramener les Juifs en Eretz Israël, et je veux que toi, le baron de Rothschild, tu sois le mécène de ce projet. Alors, d'abord, comme entrée en matière, il avait commencé par un Dvar Torah. Bon, c'est un rabbin. Il a raconté au baron de Rothschild, il a posé une question rhétorique. Pourquoi la Torah nous dit-elle que Moshe avait du mal à parler? Il était kvatpe ou kvad lachon. Ce qu'on traduit souvent par beg, ce n'est pas évident, mais enfin, il avait des problèmes à s'exprimer. Et le Rav Shmuel Moaliver dit, pour Moshe qui va donner la Torah à Israël, si jamais ça avait été un bon orateur, on finira par dire, en fait, il a réussi à faire marcher tout le monde, et il les a embobinés grâce à ses beaux discours. Alors, on dit, non, Moshe ne savait pas faire de beaux discours. Dit le Rav Moaliver, non plus, je ne sais pas faire de discours. Je ne suis pas venu pour discourir, mais je suis venu pour parler à ton cœur. Ouvre ton cœur à ce projet de ramener les Juifs en Eretz Israël. Et le baron de Rothschild lui dit, d'accord, mais pour ça, il faut trouver des Juifs qui savent travailler la terre. Et ça, c'est une race qu'on ne connaît pas. Alors, le père va dire, ok, ça c'est mon problème. Moi, je vais te trouver des Juifs qui savent travailler la terre, et toi, tu t'engages à subvenir à tous leurs besoins. Et si ça marche, si ce projet, on va en trouver 10, on va envoyer 10 agriculteurs juifs en Eretz Israël, tu vas les aider financièrement, tu vas acheter le terrain, tu vas acheter le matériel agricole, tu vas acheter les semences, eux vont travailler. Dans quelques années, on regarde, si ça réussit, on pourra multiplier les exemples et puis ramener des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Juifs en Eretz Israël. Et le baron de Rothschild dit d'accord, mais trouve-moi 10 Juifs agriculteurs. Alors, ils partent, contents, ils ont l'accord du baron, et 3 jours plus tard, arrive à Sukkot, arrive Yosef Feinberg pour demander de l'argent pour Rishon et Tzion et Zichron Yaakov, et le baron dit oui, je suis déjà convaincu, c'est bon. Et celui qui a fait le travail, c'était le Rav Shmuel Moaliver. Alors maintenant, il faut qu'il trouve les 10 premiers. Alors pour ça, il retourne en Pologne, avec lui Yechiel Bril, qui va vers un village qui s'appelle Pavlovka, qui se trouve aujourd'hui en Ukraine, en Biélorussie, aujourd'hui. À l'époque, c'était. Vous voyez la carte, choisissez où ça se trouvait, comme les frontières où tout le temps changeait.
Et c'est dans une région d'une ville un peu plus grande qui s'appelle Rojinoy. À Rojinoy, il y a un rabbin très célèbre, le Rav Mordechai Gimpel Yafé. Et là-bas, quand ils arrivent, ils sont sidérés. Ils voient des champs avec des gens qui travaillent, et puis ils arrêtent quelqu'un dans la rue, ils demandent, mais à qui sont ces champs? Et on leur répond, aux Jidov. Non, les Jidov, on sait, on va chez les Jidov. Qui c'est? Ah non, c'est les Jidov qui travaillent dans les champs. Ils ont trouvé un village de Juifs agriculteurs. Le village s'appelle Pavlovka. Et alors, Rabbi Yechiel Bril va réunir les gens du village et leur dit, voilà, je suis venu, je cherche 10 d'entre vous qui sont prêts à aller prendre la route, aller en Eretz Israël et à créer un village agricole en Eretz Israël. Moi, je m'engage, au nom du baron de Rothschild, à subvenir à tous vos besoins. On payera tout, sauf une chose. Les frais de voyage, ça c'est à vos frais. Ce n'est pas l'agence juive qui vous paye l'avion pour faire la Aliyah, non. Les frais de voyage, vous les payez, mais une fois que vous serez en Eretz Israël, nous, on s'engage à subvenir à vos besoins. Et il arrive à convaincre 10 personnes de faire ce voyage. Comprenez, c'est quitter les familles, c'est tout lâcher parce qu'ils ne peuvent pas aller avec leur famille, parce qu'il y a un accord qui va être signé entre les 10 pionniers et Yechiel Bril. Et voyons voilà les images des premiers avec leur nom. On les reverra dans un petit film tout à l'heure, donc je ne m'arrête pas sur cette image. Mais vous voyez, ce sont des juifs avec de belles barbes, ce sont des juifs orthodoxes dans tous les sens du terme, mais qui sont agriculteurs à Pavlovka, et qui vont aller en Eretz Israël. Et alors, ils signent un protocole, ils signent un accord avec Yechiel Bril, dans lequel il y a un certain nombre d'alinéas. Alors, j'en ai choisi quelques-uns qui sont assez emblématiques de ce qui se passe. Premier alinéa, chacun payera son voyage. Il n'y a pas le voyage, le billet d'avion n'est pas offert par la compagnie. Ok, d'accord, on paye. Deuxièmement, on comprend que quand on va en Eretz Israël, on ne recevra pas directement de l'aide du baron pour acheter des maisons, des champs. On va d'abord aller à Mikveh Israël. Mikveh Israël qui a déjà été fondé par Kiar, Kol Israël Chaverim, l'Alliance juive israélite, qui est une ferme agricole pour former des agriculteurs juifs. Il n'y a pas beaucoup d'élèves là-bas, mais ça existe déjà. Charles Netter dirige la ferme. Quand eux arrivent, c'est déjà Hirsch qui dirige la ferme. Et alors, dans l'accord stipule qu'ils vont travailler pendant quelques mois à Mikveh Israël, apprendre l'agriculture moyen-orientale, parce que ça va faire de l'agriculture en Russie, il faut voir comment faire l'agriculture en Israël. Et si les agronomes de Mikveh Israël décident qu'ils connaissent leur boulot, ils peuvent se débrouiller tout seuls, alors le baron leur achètera les terrains, financera les maisons, etc., et les aidera à s'installer. Alinéa 8, quand les maisons seront construites et que nous aurons nos champs prêts à être moissonnés, donc qu'il y a déjà une récolte, qu'on peut vivre de notre labeur, alors seulement on fera venir nos femmes et nos enfants. Donc, vous prenez la gvoura de ces gens, mais de leurs femmes qui sont restées toutes seules en Russie sans aide. Ce n'est pas des gens qui gagnaient très gros. Et si le baron s'engage à aider les agriculteurs pour leur acheter le matériel et les terrains, personne ne s'est engagé à aider les femmes qui sont restées derrière et qui vont devoir se débrouiller toutes seules à Pavlovka. Et elles ne viendront qu'un an et demi après. Et pendant cette année et demie, vous comprenez que le WhatsApp, le Zoom ne fonctionnaient pas génialement, donc ils étaient coupés de tout, sans avoir beaucoup vraiment de nouvelles de leurs maris qui sont en Eretz Israël. Mais ils ont accepté, et les 10 pionniers et leurs épouses qui restent derrière à la maison. Alinéa 9 du côté gauche, alors là, ça devient très grave. Chaque centime qui sera donné par le baron devra être remboursé. Il ne s'agit que de prêts. Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de prêts pour acheter des terrains, acheter du matériel, mais quand ils seront sur leurs pieds, ils devront rendre et rembourser jusqu'au dernier centime. Jusque-là, pas de problème. Ça, c'est ce qu'il aurait imposé d'après ce que le baron avait demandé. À ce contrat, les Juifs de Pavlovka demandent d'ajouter encore un alinéa, et c'est le 11, qui est aussi marqué en rouge, dans lequel ils disent « Ok, nous acceptons toutes les conditions du baron. Ce seront ces administrateurs qui administreront. C'est eux qui diront quoi planter, comment planter, où acheter, d'accord pour tout. Mais ça, c'est pour tout ce qui est
dans les relations professionnelles et humaines. Mais tant tout ce qui est le rapport avec Dieu, il nous laisse tranquille et nous, on obéira au rabbin de Jérusalem. Ils ont compris que l'administration du baron, ce n'est pas tout à fait des gens comme eux, barbus et respectueux du Shabbat et des mitzvot. Ils ont demandé leur autonomie religieuse. Donc, ils font tout ce qu'on leur dit point de vue travail, mais du point de vue religieux, ils resteront libres et acceptent de se soumettre au rabbin de Jérusalem. Ça, c'est le contrat. Le contrat est signé et Yechiel Bril prend rendez-vous avec eux 2 semaines plus tard. Vous avez 2 semaines pour vous organiser. Faites vos bagages. Dans 2 semaines, on se retrouve à la gare. Et 2 semaines plus tard, ils se retrouvent à la gare. Et alors, à la grande surprise de Yechiel Bril, il ne voit pas les 10 qui ont signé le contrat, mais quand il les compte, il voit qu'il y en a 11. C'est un problème. D'abord, comme il doit les financer au nom du baron, c'est de l'argent, ça coûte de l'argent. 11, ça coûte plus cher que 10. Mais surtout, il a préparé un passeport collectif. Il y a un passeport pour 10. Comment est-ce qu'on va passer le 11e quand on va devoir passer les frontières? Alors, il demande à ces gens, mais on a dit 10, pourquoi vous êtes venus 11? Un instant. 10. Et s'il y en a un qui est malade, ou chas v'shalom, un qui nous quitte, qui décède, comment est-ce qu'on aura minyan? Donc, on emmène, quand on va en vacances, on emmène des piles de recharge pour l'appareil photo. Eux, ils emmènent un minyanman de recharge, de rechange, si jamais il manque un à l'appel qui est malade, qu'ils aient minyan. Alors, Yechiel Bril comprend la demande et il accepte. Et ce ne sont donc pas 10 personnes qui montent dans le train, mais 11. Alors, il y a un livre que Yechiel Bril a écrit, un livre qui s'appelle Yesuda Ma'aleh, où il raconte leur histoire. C'est de nouveau, c'est les 1001 nuits, ça vaut la peine. C'est écrit aussi dans un hébreu très agréable. Ceux qui comprennent l'hébreu, cherchez ce livre, vous le trouverez chez les bouquinistes ou en ligne, aussi on peut le trouver en ligne. Moi, je l'ai trouvé en ligne. Et il raconte, c'est toute l'odyssée de ce périple. À gauche, j'ai mis un extrait juste, ils arrivent en mer, c'est la tempête et le bateau en train de chavirer, ils sont tous mal au cœur. Après, ils vont arriver à Yafo, on ne laissera pas descendre du bateau. Ils vont arriver à Haïfa, il va falloir payer un bakshish assez sérieux pour avoir le droit de débarquer à Haïfa. C'est-à-dire que d'abord, les officiers turcs les refoulent, ils comprennent, ils leur graissent la patte. Alors, du coup, ils reçoivent le permis de débarquer à Haïfa. De Haïfa, ils rejoignent Yafo parce qu'ils doivent arriver à Mikvé Israël. Leur premier arrêt, c'est Mikvé Israël, où le baron avait demandé, ils vont faire un temps de harshara, ils vont passer quelques mois à apprendre l'agriculture, à être mis à l'épreuve. Et uniquement si les agronomes de Mikvé Israël acceptent, ils auront droit à leur terrain à eux. Donc, ils prennent la route de Haïfa à Mikvé Israël. Ils arrivent à Mikvé Israël, ça c'est une photo bien sûr d'aujourd'hui, Mikvé Israël moderne, mais les bâtiments datent de l'époque, c'est les mêmes bâtiments qu'ils ont retrouvés. Et ils rencontrent là-bas Shmuel Hirsch et Yechiel Bril dit, ben voilà, je suis avec les Juifs de Pavlovka et Shmuel Hirsch, je sais, j'ai reçu les instructions du baron, je dois m'occuper d'eux, je dois subvenir à leurs besoins, je dois vérifier qu'ils savent faire, leur apprendre l'agriculture et après voir qu'ils sont de bons agriculteurs. OK, qu'est-ce qu'on fait pour les repas? Alors, Yechiel Bril, bien sûr, je traîne kosher, le plus kosher qu'on peut faire. Shmuel Hirsch, je dis, on va pas se casser la tête. Je leur donne de l'argent, ils vont aller au marché acheter ce qu'ils veulent et ils se le cuisineront eux-mêmes. Yechiel Bril dit, non, pas question. Le marché à Yafo, c'est 1 heure de marche. Donc, ils vont perdre 2 heures, qu'ils auraient pu faire de l'agriculture, ils vont perdre 2 heures pour aller au marché et revenir. C'est du temps perdu, c'est dommage. Et puis, le temps de cuisiner. Enfin, finalement, ils trouvent une solution. Je ne sais plus exactement comment ils se sont débrouillés. Il faut que je regarde dans le livre. Ce sera pour une prochaine fois. Est-ce que je pourrais voir où est-ce qu'ils vont dormir? Je dis, j'ai pensé les mettre à Rishon LeZion. Il y a un groupe de pionniers qui s'installe à Rishon LeZion. On va les mettre là-bas. Ça ne va pas. Rishon LeZion, 2 heures de marche. Ils vont perdre 4 heures chaque jour pour aller revenir de Rishon LeZion. Non. Le baron a bien écrit qu'ils seront logés à Mikvé Israël. Alors, je dis d'accord. Alors, j'ai le logement des élèves. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Alors, je vous donne un des bâtiments des élèves. Ils auront là-bas des chambres où ils pourront dormir. Il fait un tour avec Yechiel Bril. Yechiel Bril, bon, les chambres sont correctes. Ce n'est pas le Hilton, mais c'est valable. OK. Et Yechiel Bril s'en va. Il s'en va. Mais il laisse les 10 nouveaux arrivés qui sont encore avec leur baluchon et qui demandent donc au contremaître là-bas où est-ce qu'on pose nos affaires? Vous les posez là.
personne ne vole ici, vous laissez tout ici, vous allez dans les champs travailler. Et à peine arrivé, il n'y a pas une minute de latence, ils n'ont pas le temps de s'installer, posez vos baluchons, allez travailler, ce soir on parlera des chambres. Et il les emmène dans les champs. Alors imaginez la stupeur de ces gens de Pavlovka, parce qu'ils découvrent un outil de travail qui n'existe pas en Russie, ce qu'on appelle en hébreu touria, en maader, tout. N'importe qui a un jardin en Israël a utilisé une touria, c'est une bêche, un manche de bois avec une bêche, et ça sert à retourner le sol. En Israël, c'est très pierreux. Mais à Pavlovka, où le sol est riche, il n'y a pas de pierre, on n'a pas besoin de touria. Et quand on leur donne cette touria, ils regardent, leurs mains sont calleuses, ils savent travailler la terre, mais ils ne connaissent pas l'engin. Alors, ils demandent, montrez-nous comment ça fonctionne, et après, on va le faire. Donc, le contremaître appelle 2 ouvriers agricoles arabes, leur dit, montrez à ces gens comment on utilise la touria. L'arabe leur montre. Un quart d'heure après, bon, ce n'est pas une machine très compliquée, la touria. Un quart d'heure après, ils ont dit, OK, on a compris. Ils relèvent leurs manches, ils commencent à travailler. Alors là, le contremaître dit, mais ils sont malades, ces gens-là. Parce qu'en 2 heures, ils ont fait le travail que les ouvriers agricoles arabes font en un jour. Alors, ils rentrent à Mikvé Israël, après 2 heures où ils ont fait le travail d'une journée. Il leur dit, bon, voilà votre chambre. Mais ce n'est pas exactement la chambre que Hirsch avait montrée à Bril. En fait, il leur donne une remise où il y a tous les outils agricoles. Il leur dit, posez-vous là-dedans. Il n'y a bien sûr pas de lit, il n'y a pas de drap, il n'y a rien. Posez-vous quelque part et dormez. Et ils s'installent parmi les outils dans la remise. Et le contremaître leur dit, attention, demain matin, à 8 heures, on va au travail. Demain matin, 7 heures, réveil. Demain matin, le contremaître il vient à 6h30 pour sonner le réveil. Bien sûr, ces étrangers-là qui nous arrivent de Russie, ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas se lever, c'est des fainéants. Quand il arrive à 6h30, ils se rendent compte qu'ils sont déjà tous debout. Ils sont en train de se balancer là, avec des espèces de cubes sur la tête. Ils sont tous en train de faire la tefila. Ils sont levés à 6h, ils font shacharit. Ils les envoient au champ. Et de nouveau, ils abattent en une journée le travail de 2 journées pour les falachim arabes. Et bien sûr, font beaucoup plus que ce qu'en font 10 falachim arabes. Donc, ils se disent, bon, ça, c'est quand même des gens qui savent travailler. Après, arrive le vendredi. Vendredi, il leur dit, demain matin, comme je vois que vous vous levez tôt, que vous travaillez bien, levez à 8 heures. Ils disent, non, nous, on se lève à 6 heures. On se lève à 6 heures, on fait la tefila, on part au champ, on veut revenir tôt pour se préparer pour Shabbat. OK. Levez-vous comme vous voulez, c'est bon. Il rentre, il se lève, il se prépare pour Shabbat. Et là, il y a quelque chose de terrible. Yechiel Bril le raconte dans son livre. Il dit d'abord, ce que j'ai souligné rapidement, d'abord ce que je lui ai dit, c'est que le lieu de couchage n'est pas les chambres que leur avait montré Hirsch, mais la remise avec les matériels agricoles, qu'ils n'ont pas de drap et pas de couverture pour se couvrir la nuit et il fait froid, ils sont arrivés en hiver à Mikvé Israël. Mais ce que lui disent ces gens de Pavlovka, ce qui est terrible, ce n'est pas les conditions. Avec les conditions de travail, on s'arrange. Avec le repas, on s'arrange. Avec les conditions de logement, on s'arrange. Mais vendredi soir, qu'est-ce qu'on a demandé? Du vin et des chalotes. Et même ça, on n'a pas reçu. Et ça, ils nous ont foutu en l'air notre Shabbat. Parce que c'est quelque chose que les administrateurs du Mikvé Israël, ce n'est pas dans leur registre. Eux ne connaissent pas ces besoins vitaux d'un juif, le Shabbat, de faire kiddush avec du vin et des chalotes. Et je voulais souligner, je le montre avec la souris, ils n'ont pas reçu de vin et de chalotes, et ça leur a foutu en l'air leur premier Shabbat en Eretz Israël. Mais en fait, après, ça va s'arranger pour le Shabbatot, et le directeur Hirsch est complètement abasourdi de voir la qualité du travail, la rapidité du travail de ces gens. Donc, il envoie le télégramme à Paris pour dire c'est bon, on peut leur donner un lopin de terre. Et le baron décide d'acheter des terrains à côté d'un village qui s'appelle Akir, village arabe de Akir. Et donc, ils vont appeler leur village Ekron. En disant Ekron, c'est une ville des Philistins de l'époque de la Bible. Ils sont dit, ce village s'appelle Akir. Apparemment, c'était le Ekron de la Bible. Donc, ils appellent leur village Ekron. Et vous voyez les premières maisons, les premiers animaux. Les gens de Ekron s'installent et commencent à être des agriculteurs sur leur terre en Eretz Israël.
Le problème, c'est que tout ça, c'est géré par l'administration du baron. Le baron de Rothschild, il donne de l'argent, mais il surveille que ce soit géré correctement, que les agriculteurs fassent leur travail. C'est eux qui décident quoi planter, comment planter. Ils envoient des agronomes. Le baron envoie tout, des agronomes, des profs, un shochet, un rabbin quand il faut, un médecin, un pharmacien. Tout ça, c'est payé par le baron, comme on dit en hébreu, al-cheshbon ha-baron. Mais ces administrateurs sont des juifs assimilés, qui ne connaissent rien à la mentalité de ces juifs d'Europe de l'Est. Et très vite, ça va être très dur. Vous avez déjà vu, quand ils sont arrivés à Mikvé Israël, ils sont mal reçus. On ne leur donne pas de vin et de pain, de chalot pour le Shabbat. C'est à peine si on laisse se reposer le Shabbat. Enfin, c'est très compliqué. Et très vite, il y aura des heurts entre les administrateurs, que vous voyez, qui sont très français. Ça, c'est une réunion à Paris, mais d'administrateurs du baron et ces gens qui arrivent d'Europe de l'Est. Alors, ils vont construire les premières maisons, ils appelleront ça les casermotes. Les casernes, en fait, c'est des bâtiments à 2 étages, un pour les animaux ou les outils et un pour les habitations. Ces bâtiments existent toujours encore à Zichron, à Mazkeret Batia. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller se promener ensemble. Je proposais une balade parce que ça vaut la peine, en plus de la conférence, d'aller voir sur le terrain. Il reste beaucoup à voir à Mazkeret Batia. Et je vous invite à découvrir Mazkeret Batia. Il y a aussi un musée qui est magnifique. Et voilà de quoi ont l'air ces maisons un siècle plus tard. Elles sont toujours encore utilisées, mais elles ont été un peu modernisées et la peinture a été rafraîchie. Donc ça, c'est à Mazkeret Batia. Et ce qui est très important, c'est que le baron finance aussi le creusement d'un puits. On ne peut pas faire d'agriculture, on ne peut pas vivre si on n'a pas d'eau. Et donc, il faut un puits, ce qu'on appelle en hébreu ber antilia. J'ai cherché qu'on appelle en français, je ne sais pas. C'est un puits à seau. Vous voyez, tout ce système à droite, c'est la photo, ça existe toujours à Mazkeret Batia, ça se visite. Et à gauche, vous voyez le système, il y a un âne qui fait tourner des poulies, qui retourne tourner d'autres poulies. Et en fait, dans le puits descendent des seaux, antiliot, qui viennent, et après, l'eau est versée dans une rigole en haut et va après être envoyée là où on en a besoin. Donc, il y a aussi un puits qui est aussi payé par le baron. Ça, je le dis parce que c'est important. On en reparlera après. C'est le baron qui finance tout. Il finance aussi le creusement de ce puits. On dit creusement en français, je ne sais pas. Enfin, il finance aussi ce puits. Et arrive 1887, si je ne me trompe pas là, je suis tout à fait sûr. Je crois que c'est 87. Le baron vient en visite en Eretz Israël avec son épouse Adélaïde. La photo n'est pas d'époque. La photo est d'époque, mais pas de cette époque-là. C'est un peu plus tard. Quand il sera déjà un peu plus âgé, à l'époque, en 1887, le baron est un peu plus jeune. Regardons un petit extrait de film nouveau. כך החלה פעילותו הברוכה של הנדיב הידוע, ומזכרת בתיה זכתה להיות המושבה הראשונה שנוסדה על ידי הברון בארץ ישראל. מייסדי המושבה, אשר נבחרו בקפידה מבין תושבי הכפר פבלובה שברוסיה הלבנה, היו כולם עובדי אדמה מנעוריהם, כשרים ויראי השם למעוד, כהגדרת הרב מוליבר. ואלה שמות 11 מייסדיה: יעקב וצבי ארקין, ברוך צבי ברנשטיין, אברהם יעקב גלמן, יחזקאל לוין, יעקב לסקובסקי, משה מלר, חיים משה פרס, דוב רודפסקי, יהושע רובינשטיין ואפרים שקולניק. לאחר רכישת האדמה מתושבי הכפר הערבי אקיר, החלו המייסדים בזין בחשוון תרמד, 7 בנובמבר 1883, בעיבוד האדמה ובבניית הבתים הראשונים מאבני כורכר. למושבתם קראו עקרון, בשל הסברה כי במקום זה שכנה העיר עקרון המקראית. וכך מתאר הסופר משה סבילנסקי את חריצותם. מן היום הראשון לעלייתם על הקרקע, הצטיינו העקרונים בסגולותיהם החקלאיות, בחיבת העבודה, בכישרון עבודה והסתפקות במועט. עבדו כולם הגברים, הנשים והטף.
סוף סוף ראתה ארץ ישראל יהודים עיקרים כהלכה. נעים ונחמד היה מראה העקרונים בעבודתם. כולם מקטן ועד גדול, אנשים ונשים עבדו בשדה כל היום. Bon, dans cet extrait qui était tourné en 1913, donc un peu plus tard, mais à Ekron, on voit comment tout le village travaille, comme disait Smilansky, les hommes, femmes, enfants, tout le monde travaille au champ, c'est magnifique. Et quand le baron arrive, il dit « Ouah, ça c'est des champs pareils », avec des juifs comme ça, qui viennent d'Europe de l'Est, avec leur barbe, leur péote, et qui travaillent tellement bien la terre, j'ai un cadeau pour eux. Sa femme, Adélaïde, était restée se reposer à Rishon LeZion. Il est arrivé à Rishon LeZion, sa femme se repose, le baron retourne à Rishon LeZion, cherche sa femme et dit « Il faut que tu viennes, je veux te montrer quelque chose ». Il l'amène à Maskeret Batia, il lui montre les maisons propres, nettes, les champs, et dit « J'ai un cadeau pour vous, on va changer le nom de votre village. Ça ne va plus être Ekron. » Vous avez vu qu'on parle d'Ekron depuis quelques minutes, alors que je ne vous ai pas dit que je vais aller parler de Maskeret Batia. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, le baron va dire ma mère est décédée l'année dernière et je voulais donner le nom de ma mère au village de Rishon LeZion, mais en fait, je vais vous faire cet honneur à vous et Ekron ne sera plus Ekron, Ekron Te'aker, et vous allez vous appeler Maskeret Batia du nom de Betty, la mère du baron. Vous voyez sa photo à gauche. Et d'ailleurs, c'est un minag du baron. Si vous regardez la carte à droite, vous voyez certaines localités, Zichron Yaakov, qui s'appelait Zamarin, mais qui est devenu Zichron Yaakov au nom de Yaakov de Rothschild, le père du baron. Il y a au-dessus Shfeya, Meir Shfeya, du nom de Meir Anshel, qui était le grand-père du baron. Bat Shlomo, qui est une Moshava qui porte le nom de Shlomo, qui était le père de sa femme. Givat Ada, c'est Adélaïde, la femme du baron. Binyamina, bien sûr, Binyamin Rothschild, ce n'est pas lui qui a appelé Binyamina, ça va être après en son honneur. Pardes Chana, Ashdod Yaakov, près du Kinneret, qui porte le nom de son fils, Yaakov de Rothschild, et au sud, Maskeret Batia, qui porte donc le nom de la mère du baron. Donc, c'est un grand honneur que reçoivent les gens de Maskeret Batia. Ils espèrent aussi que si le baron a donné le nom de sa mère à Maskeret Batia, ils ont droit à plus d'aide et plus de facilité par rapport au baron. Ils auront encore une autre fois où ils seront dans la une des journaux. C'est quand une fille de la Moshava de Maskeret Batia va épouser le fils de Lord Herbert Samuel, le haut-commissaire britannique de la Palestine. Donc, on voit sur la photo à Maskeret Batia Lord Herbert Samuel avec son fils déguisé en cheikh arabe et la Kala de Maskeret Batia. Mais revenons à notre histoire maintenant, au livre Yesud HaMa'ala, ce livre écrit par Yechiel Bril et qui raconte donc l'arrivée de ces pionniers. Vous voyez d'ailleurs dans le titre Yesud HaMa'ala, Yusaper Mitrilat Aliyah Shaliti Yachad im Echad Esrei Ikarim. Il y avait donc 11 paysans juifs, comme je disais tout à l'heure, 10 plus 1 pour le Minyan, et Yechiel Bril qui les accompagne. Et il ne faut pas croire que ça a été facile. Il raconte que c'était très dur, plusieurs sont décédés, des conditions du paludisme, de la malaria, que certains sont devenus aveugles. Le trachome était endémique à l'époque en Israël, donc ça n'a pas été facile. Ils ont eu beaucoup de mal, mais ils se sont accrochés et ils ont réussi à développer leur village. À droite, il y a la liste des décédés qui ont été ensevelis au cimetière de Maskeret Batia. Vous voyez que les premiers décès, c'est déjà en Taf Resh Memhe, en 1885. Donc, c'est 2 ans après qu'ils arrivent, ils commencent déjà à inaugurer le cimetière. Et maintenant, j'arrive au vif du sujet, la Shemitah. On a commencé, ils sont arrivés en 1883, ils sont venus en Eretz Israël, d'abord à Mikveh Israël et après ils reçoivent leur terrain, ils s'installent donc à Ekron qui viendra Maskeret Batia et arrive l'année de la Shemitah 1889. L'année de la Shemitah, le grand avantage, c'est qu'elle ne vient pas par hasard. On sait déjà à l'avance quand ça va être et donc déjà 2 ans avant, on commence à se préparer. Qu'est-ce qu'on va faire quand va arriver la Shemitah? Aujourd'hui, on a plein de livres, on aura l'occasion d'en reparler, je ne pense pas avec moi, tous les rabbins de Midrashat Yula qui vont faire des cours dessus, mais juste replaçons un petit peu la Shemitah. La Shemitah, la 7e année, l'année sabbatique, on n'a pas le droit de travailler la terre. On peut juste entretenir ce que vous avez entretenu, parce qu'un arbre, vous avez un verger que vous n'arrosez pas pendant 1 an, les arbres vont mourir
et après pouvoir commencer tout à zéro. Donc, le but n'est pas de faire mourir la terre, donc on a le droit de faire du travail de conservation, d'arroser les arbres, mais on n'a pas le droit d'élaguer, bien sûr, on ne peut pas planter, semer, donc on n'aura pas de blé, on n'aura pas de légumes, tout ce qui est planté à l'année, la Shemitah, on n'aura pas. Et c'est une mitzvah très importante dont la Gemara nous enseigne que c'est pour qu'on comprenne que la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Alors, en la rendant une année sans la travailler, sans être nous les propriétaires, on comprend que la terre appartient à Dieu. Et la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit quelque chose de très grave. Galut ba'al haolam al ovdei avodah zara al gilui arayot val shpichut damim. Il y a trois avérotes, trois transgressions très graves dans le judaïsme, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Mais en plus, alors ça, quand on transgresse ces interdits, alors Dieu nous envoie en exil. Mais la Mishnah ajoute ve'al hashmata ta'aretz. Si on ne fait pas la Shemitah, on part aussi en exil. Donc c'est quelque chose de très grave. Et qu'est-ce qu'on va faire la Shemitah? Alors en plus, c'est très difficile, à tel point que le Talmud nous dit, là j'ai amené le Midrash, mais le Talmud, la même chose, Baruchu Hashem Malachav Giborei Koach Oseh Dvaro, que le Midrash, la Gemara appelle les gens qui font la Shemitah Giborei Koach. C'est une gvura. Il faut être très fort dans sa foi, parce que, comme dit Rabbi Yitzhak, je vous l'ai mis devant vous, Benoak Shebaolam Madame Oseh Mitzvah le Yom Echad. Une mitzvah, ça dure combien de temps? Faire la tefila, si on la bâcle, ça prend 5 minutes, 10 minutes. Si on la fait un peu plus long, ça va prendre une demi-heure. Ah, d'accord. On a le Shabbat, ça dure une journée. Peut-être faire une mitzvah qui a duré un mois. Mais faire une mitzvah qui dure un an ne pas travailler la terre, ça demande déjà une force de caractère, giborei koach, ce n'est pas du tout évident. Alors ces gens-là, alors il y a bien sûr des gens qui vont expliquer qu'en plus, c'est vachement important de faire la Shemitah. Vous voyez ici une lettre de Lillian Bloom qui écrit, je lis la phrase du bas, Shnat HaShemitah, Shnat Shabbaton LaChaklaim, le Shem Limud V'Ishtalmut. C'est très important la Shemitah, comme ça, c'est une année où l'agriculteur peut se reposer, il peut ouvrir un livre, il peut étudier la Torah, il peut faire des stages de perfectionnement. C'est important une année tous les 7 ans de s'arrêter, d'accord, mais qui va le nourrir pendant cette année. Alors, c'est un grand problème, parce que ce n'est pas seulement le problème de Maskeret Batia, c'est le problème de Maskeret Batia, et de Zichron Yaakov, et de Rishon LeZion, et de Petach Tikva, et de Rosh Pina, et de Gedera, et encore plusieurs autres. Nestiona, il y a déjà plusieurs villages agricoles qui vont demander au rabbin qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, on ne s'en sort pas. On est pressuré par l'administration du baron Rothschild qui nous met la pression qu'on travaille plus, encore plus. Et déjà, comme ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Les seuls qui s'en sortent, c'est les gens de Maskeret Batia, parce qu'eux étaient agriculteurs au départ. Donc, eux réussissent à vivre difficilement, mais ils arrivent plus ou moins à vivre de leur labeur. Les autres n'y arrivent même pas. Qu'est-ce qu'on va faire de l'année de la Shemitah? Si on ne travaille pas, on va mourir de faim. Alors, ils envoient des lettres à tous leurs rabbins et les plus grandes sommités rabbiniques de Russie se réunissent et décident de publier un héter, une permission de vendre la terre d'Eretz Israël à un musulman pour l'année de Shemitah. Et alors, ça permettra certains travaux. Ils disent, une chose, on va vendre, si vous vendez le terrain, que la terre n'appartient pas à un juif, alors on n'est plus obligé à la Shemitah. Mais ça ne veut pas dire qu'un juif a le droit de travailler les années de Shemitah. Donc, de préférence, vous prendrez des ouvriers arabes. Mais si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas d'argent pour les payer, alors certains travaux seront permis. Allez demander à vos rabbins quelles sont les conditions. Les rabbins de Jérusalem vous expliqueront ce qu'on a le droit de faire à droite. Alors, vous voyez tout de suite à gauche le héter, le fameux permis de travailler l'année de la Shemitah, qui est signé par 3 grandes sommités rabbiniques. Le Rav Shmuel Mohaliver de Bialystok, qui est celui qui a le chef du mouvement des Chobet Tzion, qui a envoyé ces gens de Platovka à Maskeret Batia, le Rav Shmuel Zanvil de Varsha et le Rav Yoshua de Koutna. Et comme ils veulent encore l'aval d'un rabbin encore plus important, il y a aussi l'aval de Rabbi Yitzhak Elchan de Kovno, qui est la plus grande sommité rabbinique de l'époque. Donc, le plus grand rabbin de l'époque, Rabbi Yitzhak Elchan de Kovno, accepte de co-signer ce document qui permet, dans certaines modalités, de pouvoir faire certains travaux de la Shemitah pour permettre à ces gens de survivre à cette année dramatique où ils ne vont pas travailler. Mais j'ai mis exprès devant vous, ce que vous voyez 2 textes, à gauche et à droite. À gauche,
c'est le texte avec toutes les limitations, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, en gros. Et à droite, c'est ce qu'on dit dans le journal. Dans le journal, il y a 3 lignes. Ah, bonne nouvelle, les rabbins ont permis. Apparemment, tout est permis, il n'y a plus de Shemitah. On a trouvé un système, comme le Hametz à Pessah, on le vend, on vend en Israël, plus de Shemitah, on fait ce qu'on veut. C'est un peu ce qui apparaît dans les journaux, ce n'est pas tout à fait ce que les rabbins ont écrit. Dans la lettre qui est à gauche, si vous la lisez, c'est un peu plus mitigé. Il faut vendre, comment vendre, à qui vendre. On ne peut pas vendre à n'importe qui, pour combien de temps il faut vendre, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire, et ce qu'on n'a pas le droit de faire. En tout cas, il y a une solution, il y a un héter. Il y a une solution de passer la Shemitah en travaillant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ces rabbins d'Europe centrale, Gam, Arav, Agaon, Agadol, Arav, Eliashar, Yatsa Shavuot, le Rav Eliashar et le Rav Fanidjil, le Rishon LeZion, donc le grand rabbin séfarade de Jérusalem, co-signent et acceptent ce texte du Héter qui permet de travailler l'année de Shemitah. À gauche, j'ai remis le texte du Héter, le texte complet des rabbins un peu plus complet. On voit que ce n'est pas aussi clair que ce qui est marqué dans le journal. Dans le journal, il est marqué Psak Hadin Aladot Shnat Shemitah, Yatsa Le'etera. Il y a un Héter, on fait ce qu'on veut. À gauche, il est marqué Dafkal Pi Bedin Yerushalayim, Shiru Ezem Lachot. Il y a des restrictions, il faut demander au rabbin comment faire. Il y a des solutions, mais ce n'est pas tout est permis. Il y a quand même l'année de Shemitah à respecter. Mais en contre-pied de ce Héter, les rabbins de Jérusalem, le Rav Shmuel Salant et le Rav Yoshua Diskin, qui sont les rabbins de Jérusalem, eux sortent une lettre, mais je l'ai un peu censurée parce qu'elle est trop longue et elle n'entrait pas dans l'écran. C'est la seule raison pour laquelle j'ai coupé. Ce n'était pas une volonté de censurer, c'était pour qu'elle rentre dans l'écran. Kol Mehechal, il y a une loi, on n'a pas le droit, on ne peut pas faire la Shemitah, on ne peut pas comme ça ne pas faire la Shemitah. On a vu que Dieu nous envoie en exil si on ne fait pas la Shemitah. La Shemitah, c'est quelque chose de très important. Et j'ai souligné en bas, Vezot, Diom, Anachenu, Yoshpe, Hakoloniot, Eshmerem Tsuram, Bechinam, qui en Shum, Heter, Lacharosh, Litzroa, Liktzor, Lachrosh. Il n'y a aucune possibilité de rien faire, donc pas de semer, pas de récolter. L'année de la Shemitah, vous faites la Shemitah. Le Vad, mais Avodat, Eilanot, le Ukume, seulement juste entretenir les arbres pour pas qu'ils périclitent. Comme je dis, arroser les arbres, vous avez le droit. Tout le reste est interdit. Donc, maintenant, les gens sont les agriculteurs des colonies agricoles sont coincés. Ils ont le psaque des rabbins locaux de Jérusalem qui leur interdisent tout et le psaque des plus grandes sommités de Pologne et de Russie qui leur permettent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, il y a bien sûr, le monde juif est en ébullition. Chaque rabbin sort son pamphlet et on a beaucoup de pamphlets qui sortent. Torah Yonatan, Dvar HaShemitah, à droite, j'ai mis des pamphlets de rabbanim qui sont pour la Shemitah, qui permettent le Héter de travailler. À gauche, Dvar Beito, Dvar HaShemitah, qui interdisent. Donc, si vous regardez, vous verrez que les deux à gauche, dans le rouge, ont été publiés à Jérusalem. Et les autres, les deux à droite, ont été publiés, l'un à Vilna, à l'autre aussi à Jérusalem. Mais donc, les rabbins de Jérusalem sont beaucoup plus stricts. Les rabbins de Pologne sont un peu plus cool. Et là, vous avez les photos à Jérusalem même. Il y a un problème, c'est que les gens la plupart de ces agriculteurs des Moshavot, ils sont ashkénazes. Donc, ils vont d'après les rabbins ashkénazes de Jérusalem, le Rav Yoshua Diskin et le Rav Shmuel Salant, qui interdisent. S'ils avaient été Sfarad, ça aurait été plus facile parce qu'ils auraient pu aller d'après le Rav Shaul Eliashar, le Issa Bracha et le Rav Meir Fanenjil. Rav Meir Fanenjil, c'est le Rishon LeZion, c'est le grand rabbin Sfarad. Après son décès, ce sera le Issa Bracha, le Rav Shaul Eliashar qui sera Rishon LeZion. Donc, c'est des grandes pointures aussi qui, eux, permettent. Mais Malasot, ces gens-là, eux suivent les rabbins ashkénazes qui, eux, ont dit non. Dans cette histoire-là, sur ces entrefaites, arrive en Eretz Israël un rabbin qui vient de Biélorussie, le Rav Mordechai Gimpel Yafé, de Reginoy. Et ce rabbin, je rappelle, c'est le rabbin de Reginoy, 40 ans était rabbin à Reginoy. Reginoy, c'est la ville d'où viennent ces gens, de Platovka. Platovka, c'est un village à côté de Reginoy. Et ce rabbin leur dit, vous faites ce que disent les rabbins de Jérusalem. Donc, les gens de Maskeret Batia disent, nous avons été envoyés par notre rabbin, le Rav Gimpel Yafé, il nous a dit de suivre le rabbin de Jérusalem, donc on ne va rien faire. Le Rav Shmuel Mohaliver, lui, est parmi ceux qui permettent. C'est aussi lui qui les a envoyés. Mais ils disent, nous, on a accepté sur nous que quand on va en Eretz Israël, on fera ce que disent les rabbins de Jérusalem. Donc, nous, on ne travaille pas. Donc, les autres, toutes les Moshavot, presque toutes les Moshavot, vont accepter le Héter et vont accepter de travailler d'après les règles rabbiniques, alors que Maskeret Batia, plus Rishon LeZion, plus Petar Tikva, ces trois-là vont essayer de faire la Shemitah. Bon, le Rav Gimpel Yafé sort aussi une lettre de respect de la Shemitah.
et on s'organise. Parce que si les rabbins de Jérusalem disent il ne faut pas travailler la Shemitah, qu'est-ce qu'on va manger? Il est évident que le baron de Rothschild, avec ses administrateurs qui disent les rabbins vous permettent, vous allez travailler la Shemitah d'après ce qui est permis par les rabbins. Le baron de Rothschild respecte les rabbins, donc il y a de quoi faire, vous allez travailler. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent faire la Shemitah, comme disent les rabbins de Jérusalem, de quoi ils vont vivre? C'est évident que le baron va leur couper les vivres. Alors on commence à s'organiser pour ramasser de l'argent. Vous voyez à gauche le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, à droite Frumkin qui publie le journal Chabad Tzelet, qui raconte qu'il cherche le Rav Shimshon Raphaël Hirsch demande de ramasser de l'argent pour les gens qui font la Shemitah. Chabad Tzelet fait un compte rendu et donne les donateurs, généreux donateurs, et publie les donateurs, les rentrées par rapport aux dépenses. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait la même chose. Dans son journal à Francfort, il y a la liste des donateurs, chacun combien il a donné. Et on ramasse de l'argent pour ces gens qui font la Shemitah. Bien sûr, l'argent est très très loin de suffire aux dépenses de ces gens. Alors, les Pakaoum, les Pkidei Amarkalem d'Amsterdam, qui sont ces gens qui ramassent l'argent pour les Juifs d'Eretz Israël, pour les pauvres d'Eretz Israël, vont faire un prêt. On va leur demander d'aider ces gens de Maskerat Batia, ils vont donner un chèque. Mais un prêt. Alors, c'est ce qui est à droite. בשומעם כי אחינו הקירים תושבי עקרון ירעבו ללחם, מיהרו לפקוד בטלגרמה על אחד הבנקרים למסור לבד השמיטה 500 francs לנעלם בלחם. Donc, ils donnent un prêt juste, mais ça suffit à peine à acheter du pain. C'est les gens qui ont un peu plus besoin, encore un peu plus que du pain. Et à gauche, il y a une opposition même à Jérusalem, en disant comment? Les pauvres de Jérusalem, ils crèvent la dalle. On a des pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Ces gens à Maskerat Batia, ils ont des terrains, ils ont des champs, ils ont des troupeaux. Et 6 années avant la Shemitah, ils reçoivent une aide du baron. C'est juste une année par tous les 7 ans qu'ils doivent se débrouiller. On doit se débrouiller toute notre vie, on n'a pas d'argent pour vivre. Alors pourquoi donner de l'argent à ces gens-là? Qu'eux se débrouillent tout seuls, donc il y a aussi une opposition. Et l'argent qui va être ramassé ne va pas suffire à faire vivre ces gens de Maskerat Batia. Et alors arrivent l'administrateur du baron. Comme il parle français, vous allez comprendre. אתם, בני מזכרת בתיה, עצלנים, שנורר, כל המושבות עובדות בארץ, כולם עובדים עבודת אדמה, ואתם שומרים שמיטה? C'est pas possible! בסוף אני אחזיר אתכם לרוסיה! J'ai le bras long, vous savez! Donc ça, c'est l'administrateur Bloch qui vient d'arriver à Maskerat Batia, qui est un gars terrible, il est cruel. Il impose par la force ses volontés aux agriculteurs, qui dit, mais nous, on avait fait un contrat avec Yechiel Bril, donc tout ce qui est religieux, ce n'est pas le problème des administrateurs. Religieux, on demande à Rabbin de Jérusalem. Alors donc, ils envoient balader Bloch, qui va être furax, qui écrit au baron que ce sont des fainéants. Ils ne veulent pas travailler parce qu'ils sont fainéants, alors que c'est les meilleurs agriculteurs. On a vu comment ils travaillaient vite à Mikvé Israël. C'est des gens qui travaillent bien, vite et qui savent travailler. Mais alors, on les accuse d'être fainéants, de ne pas vouloir travailler. Et ça, c'est des lettres qui vont arriver à Paris, chez le baron. Et finalement, ils vont recevoir un télégramme de Paris qui dit « Ok, coupez-leur les vivres ». Alors du coup, il n'y a plus de médecin à Maskerat Batia, parce que le médecin est payé par le baron. Il n'y a plus de pharmacien. Il n'y a plus de prof à l'école, il n'y a plus de chorette. Et pire, je vais parler du puits. Le baron a creusé le puits, il ferme le puits. Il n'y a plus d'eau à Maskerat Batia. Alors pour avoir de l'eau, il faut aller faire des kilomètres pour aller chercher des puits, des mares d'eau avec de l'eau saumâtre pour boire une eau qui va les rendre malades, parce qu'ils n'ont même plus d'eau. L'administrateur Bloch leur a tout coupé à Maskerat Batia. Vous ne recevrez plus rien du baron, même pas de l'eau courante. Alors bien sûr, ils accusent ces gens d'être fainéants, ça arrive chez le baron. Le baron écrit une lettre au Rav Moaliver, il dit « Monsieur le rabbin, vous m'aviez dit que c'était des gens bien, mais ils sont terribles, ils foutent rien parce qu'ils sont fainéants. Et en plus, je leur ai dit que les bœufs que je leur ai achetés pour tirer les charrues, ils ne s'en servent pas cette année. Moi, je viens d'acheter une nouvelle moshava, Be'er Tuvia. J'ai besoin des bœufs pour tirer le matériel pour creuser un puits à Be'er Tuvia. Alors, si au moins vous ne travaillez pas, donnez-nous les bœufs. Mais les gens de Maskerat Batia ont refusé parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils ont compris que s'ils donnent les bœufs, ils ne les reverront plus. Donc, ils refusent de les rendre. Alors, le baron dit à Rav Moaliver, j'en peux plus. Et alors, finalement, comme le Rav Moaliver ne lui répond pas, il écrit une lettre au Rav Tzadok Khan en disant, Rav Tzadok Khan, monsieur le rabbin, vous m'avez dit que c'est un gars bien, ce Moaliver. Regardez ce qui est souligné là en violet.
המילה של רב שמואל היא חסרת כל ערך בשבילי. Ce rabbin-là, c'est un gars qui n'a pas de parole. Il m'a dit, subventionner des agriculteurs, moi je vais vous trouver des agriculteurs, c'est des gens qui sont fainéants, qui ne veulent pas travailler, qui ne font pas ce que disent les administrateurs. Moi, je vais les prendre et je les renvoie en Russie. C'est ce qu'avait dit l'administrateur. C'est en fait les administrateurs qui mettent l'huile sur le feu parce que ce que le baron reçoit, c'est le message de ces administrateurs. Donc, ces gens de Maskeret Batia sont dans la dèche plutôt là, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de médecins, mais ils continuent. À Rishon LeZion, qui avait fait la Shemitah très intéressant parce que c'était descendant de Bilouim et que leur patron c'était Yechiel Michal Pines, la rue Pines à Jérusalem. Et en son honneur, ils ont au début respecté la Shemitah. Même chose à Petah Tikva, mais ce n'est pas tout le monde, c'était un certain nombre d'agriculteurs qui respectaient la Shemitah, mais eux ont été brisés par l'administration du baron et ont fini par travailler ce qu'ils avaient le droit d'après le terrain. Par contre, Maskeret Batia se sont entêtés jusqu'à la fin, n'ont pas travaillé l'année de Shemitah. Alors, le Rav Sadokan, à droite, il y a une lettre, il écrit au Rav Moaliver, le baron me demande pourquoi vous ne répondez pas à ces lettres, et le petit-fils du Rav Moaliver va demander au Rav Moaliver, mais pourquoi tu ne réponds pas aux lettres du baron? Et le Rav Moaliver a une réponse formidable. Il va dire, si je réponds au baron, alors que j'ai parlé aux Juifs, je leur ai dit d'accepter le Heter Mechira aux agriculteurs de Maskeret Batia, alors le baron va être furax contre les agriculteurs, il va les renvoyer en Russie, il va arrêter de les aider. Je préfère que le baron croie que c'est moi qui n'ai pas transmis les instructions, c'est moi qui n'ai pas influencé ces agriculteurs à travailler, et donc le baron sera furax contre moi, mais pas contre les agriculteurs, il va continuer à les aider. Et ça, je prends sur moi la colère du baron. Et c'est pour ça que le Rav Moaliver ne répond pas au baron, pour que le baron soit en fureur contre lui, fâché contre lui, mais pas contre les agriculteurs de Maskeret Batia. Bloch, l'agronome, était sûr qu'à la fin de l'année Shemitah, il va pouvoir les casser. Parce que maintenant, ils reviennent au travail, mais pour retourner au travail, ils ont besoin de grains pour semer, des graines à semer pour semer le blé. Alors, il ne va pas leur fournir le blé à semer. Et donc, ils vont venir en rampant devant lui, et alors il va pouvoir donner ses règles, parce ce qu'il a envie, c'est qu'ils deviennent des ouvriers salariés, que tous les terrains appartiennent au baron, tout appartient au baron, ils perdent leur terre, ils perdent tout, et ils seront salariés à la journée. Puis la prochaine Shemitah, ça ne va pas travailler, ben, salarié à la journée qui ne travaille pas, on l'envoie balader. Mais Bloch s'est fait avoir parce que le Vaad à Shemitah, qui n'avait pas beaucoup aidé pendant la Shemitah, parce qu'il n'avait pas d'argent pour aider, a aidé dans le fait qu'il a acheté les semences pour Maskeret Batia, et donc Bloch comprend qu'il s'est fait avoir. Il ne peut pas les empêcher de continuer à vivre à Maskeret Batia. Il est furax, il n'en peut plus, mais il s'est fait avoir. Les gens de Maskeret Batia l'ont vaincu. Et le Rav Moaliver dira, au moment de mourir, il va dire à la Chavrat Kadisha, il y a une chose, j'ai gardé la lettre du baron de Rothschild. Cette lettre où il m'accuse, où il me traite de tous les noms, où il me traite de charlatan, de rabbin sans parole, qui ne tient pas ses engagements. Il m'a vraiment insulté. Moi, je n'ai pas répondu. Cette lettre, je l'ai gardée. S'il vous plaît, mettez-la dans ma tombe, qu'elle soit Melitsat Yosher. Quand j'arriverai au tribunal d'en haut, je pourrai produire cette lettre comme défense pour montrer ce que j'ai fait dans ma vie. Alors, le Rav Moaliver est enterré avec cette lettre terrible que lui a envoyé le baron de Rothschild. L'histoire ne finit pas là. En 1900, dans les années 90, il y a un juif de Maskeret Batia un juif, c'est Maskeret Batia, je crois, je ne suis pas sûr. Ephraim Zalmavovitch, je ne sais plus. Pardon. Non, Ephraim Zalmavovitch, c'est le rabbin de Maskeret Batia, qui lit dans le journal qu'il y a un ancien de Bialystok qui est allé à Bialystok faire un voyage sur la ville où il est venu, a retrouvé la tombe de ses parents, et à côté a retrouvé le Ohel du Rav Moaliver qui était détruit par les nazis. Mais il a retrouvé les fondations du Ohel. Et alors le Rav Zalmanovitch de Maskeret Batia décide, il faut faire une chose, il faut ramener le Rav Moaliver à Maskeret Batia. Et en 1992, on construit un Ohel, la tente qui est devant vous sur la photo à gauche, qui est une copie de ce qu'était le Ohel du Rav Moaliver à Bialystok, qui est construit à Maskeret Batia, et le Rav Moaliver est amené à reposer à Maskeret Batia. On va écouter deux espédim très courts quand on l'amène en Israël, les deux espédim des deux grands rabbins d'Israël. On va commencer par le Rav Israël Meir Lau. אלה היו דברי הרב מרדכי אליהו במעמד חנוכת האוהל. ואני אומר, צריכים להפוך את היום הזה, יום פטירתו, ליום קדוש
לקדושת ארץ ישראל. שיבואו לכאן תלמידים, שיבואו לכאן רבנים, שיבואו לכאן בחורי ישיבות, לעלות לקברו, לעלות את זכרו, אולי נלמד, אולי נדבק מידה אחת ממידותיו. c'était ראשון לציון, לרב מאיר וכך לאו. ספד הרב ישראל מאיר לאו. הוא לא היה רק רבן של שקי ושל סובל. הוא לא היה רק רבן של רדו ושל ביאליסטוק. הוא היה רבן של כל בני הגולה, להזכיר להם שהם בני גולה. לומר להם, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה. Donc, l'histoire de la Shemitah de Maskat Batia, c'est l'histoire du Rav Moaliver, puisque Rav Moaliver a amené ses agriculteurs de Pavlovka à Maskat Batia. C'est lui qui a aussi été derrière le Heter Mechira, qui n'a pas été accepté par eux, mais qui a été accepté par les autres Moshavot. Le Rav Moaliver, qui dirige les Shrovetzion, qui a fait beaucoup pour le retour. Et comme a dit le Rav Israël Meir Lau, c'est le rabbin chez Bnei Agola, c'est le rabbin qui a dit au Bnei Agola, vous êtes en Gola, venez en Eretz Israël. Et comme dit le Rav Mordechai Eliaou, c'était le rabbin, son jour, sa Iloula devrait être une fête nationale du fait qu'il a rappelé aux Juifs de revenir en Eretz Israël. Et voilà, je voulais encore continuer. Je vais arrêter la conférence ici parce que parmi les auditeurs, il y a une descendante. Vous avez vu que parmi les 11 fondateurs de Maskat Batia, il y a deux frères, les deux frères Arkin. D'ailleurs, j'ai moi-même une nièce qui est mariée avec un arrière-petit-fils des Arkin, Yenon Arkin. Ils habitent toujours à Maskat Batia. Et il y a une auditrice qui est descendante de ces Arkin qui m'a dit, elle pourrait dire quelques mots. Alors, je veux arrêter ma conférence pour lui permettre de nous dire quelques mots de ses souvenirs de Mascaret Batia. Voilà, alors, merci beaucoup, Ariel. Toda Rabba. On va permettre à la personne, je ne sais pas comment elle s'appelle. Allez-y, monsieur ou madame. Comment elle s'appelle? Ariel. Bonjour Ariel. J'ai été très émue d'entendre votre conférence. Je suis effectivement l'arrière-petite-fille de Yaakov Arkin. Et l'histoire de Mascaret Batia, c'est une histoire qui m'a été contée enfant par mon père. Et cette histoire m'a été dans des circonstances assez difficiles, puisque c'était pendant la guerre, j'étais tout enfant. Et dans ces années difficiles, mon père m'a raconté avec beaucoup de fierté, je dois dire, de ce qui s'était passé par rapport à son grand-père qu'il avait connu, et beaucoup d'admiration pour ces Juifs qui, effectivement, avaient finalement déclenché peut-être un des premiers conflits sociaux en Israël et qui avaient eu le mérite d'imposer ce pourquoi ils étaient venus, c'est-à-dire leur amour de la terre et de la terre d'Israël. Merci. C'est aussi important, il faut se rappeler que parmi les Bilouim, parmi les premiers pionniers qui sont venus, près de 40% sont repartis vers l'Europe à cause des conditions très difficiles, alors que Mascaret Batia, ils sont restés, ils sont accrochés. Oui, alors je dois dire que l'une des descendantes de ces pionniers, de ces 11 pionniers-là, a fait une étude très sérieuse et sur les descendants des premiers habitants de Mascaret Batia, qui pour nous étaient plutôt Ekron, je dois dire, que Mascaret Batia dans la famille, et qui effectivement a dénombré plus de 500 descendants, tous vivant en Israël. Donc, c'est une réussite à tous les points de vue. J'ai moi-même 2 petites filles et 2 arrière-petites filles nées en Israël. Donc, ça a eu une suite. Et c'est une histoire qui est restée vivante, je pense, dans nombre de familles, en tout cas dans la nôtre. Je me rappelle que même mes petites nièces, lors de leur Bat Mitzvah, ont rappelé cette histoire de Mascaret Batia. Donc, c'est une histoire que nous essayons de transmettre. Merci beaucoup. Effectivement, donc après ce conflit avec le baron qui a été trompé par ses administrateurs, mais il y a comme eu un froid entre la communauté et le baron. Donc, Mascaret Batia, les gens préféraient se faire appeler Ekron, revenir au nom original de la Moshavat de Ekron. Ils n'ont pas beaucoup apprécié quand, dans les années 50, on a construit Ekron, une nouvelle Ekron juste à côté de Mascaret Batia, en leur prenant le nom qui leur appartenait de droit.
Voilà. Alors, je dis, c'est un endroit magnifique et je vous invite on organisera je ne sais pas si encore avant la Shemitah, avant les vacances ou juste après, une visite de Mascaret Batia. Il y a un musée, il y a un film, les extraits que je montrais viennent du film de la Midrasha de Mascaret Batia, une Midrasha d'ailleurs qui a été fondée par les Harkin, qui raconte cette histoire qui est incroyable. Merci beaucoup, Toda Rabba Ariel, Madame Goldman. Très émouvant de faire ce lien entre le passé, le présent, le futur, vous l'avez dit, des enfants, derrière petits-enfants. Merci à tous et bonne soirée. Shalom. Merci à vous.